La fiscalité des entreprises n'est toutefois pas le seul point rouge dans ce budget. Certaines économies présentes dans le texte initial, pourtant nécessaires, ont été écartées uniquement parce qu'elles avaient été érigées en ligne rouge par certains au nom d'un dogmatisme incompréhensible. Ce manque de courage budgétaire sur différents bancs de l'hémicycle n'est pas neutre. Il reporte sur les générations futures les ajustements indispensables et alourdit la charge qui pèsera demain sur nos finances publiques. Plus préoccupant encore, plusieurs dépenses nouvelles et pérennes ont été intégrées au texte sans financement durable. Elles reposent sur des recettes temporaires ou sur des économies ponctuelles, notamment des ponctions sur la trésorerie de certains opérateurs nécessaires mais insuffisantes. Cette construction budgétaire pose une question essentielle. Comment ces dépenses seront-elles financées à moyen terme? À ce stade, personne n'apporte de réponse convaincante, pas même ceux qui ont allumé la mèche de ces bombes à retardement fiscal. À l'avenir, nous devrons donc collectivement faire preuve de pragmatisme pour assainir durablement nos finances publiques, dont le redressement devient vital. Ce budget n'y parvient pas pleinement, et nous le regrettons sans pour autant en être surpris. Nous le disons depuis les élections législatives anticipées de juin 2024, aucune réforme structurelle d'ampleur ne pourra malheureusement aboutir d'ici 2027. Cette réalité politique irrigue l'ensemble de ce texte, qui porte encore les marques de la funeste décision qu'était la dissolution. Pour toutes ces raisons, la question de l'exécution de ce budget appelle la plus grande vigilance. Nous ne le disons pas pour remettre en cause le travail rigoureux de la ministre des Comptes publics et de son administration, mais pour rappeler que le financement de certaines mesures insérées dans ce texte, à l'insu du plein gré du gouvernement, repose sur des recettes par nature dynamiques et donc instables. Nous avons eu une illustration très concrète l'an dernier, là où la contribution différentielle sur les revenus devait rapporter 1,5 milliard d'euros, elle n'a finalement produit que 400 millions d'euros. Le groupe Horizon et Indépendants sera donc extrêmement attentif à la mise en œuvre de ce budget et salue l'exercice de transparence que conduira le gouvernement. Malgré ces doutes et ces désaccords majeurs, il serait intellectuellement malhonnête de nier que l'essentiel a été préservé dans ce budget subi. D'abord, le Premier ministre s'est engagé clairement sur un déficit public limité à 5% du PIB en 2026. Cet objectif, priorité de notre groupe, est central pour la crédibilité financière de la France. Il conditionne notre capacité à maîtriser la charge de la dette et à éviter une spirale de hausse des taux d'intérêt. Nous le saluons. Ensuite, les impôts directs pesant sur les classes moyennes, les travailleurs et les TPE-PME n'augmenteront pas. Dans le pays le plus fiscalisé au monde, c'est un minimum. Ces acteurs ne doivent pas être appelés à compenser des choix budgétaires qu'ils n'ont ni décidés ni provoqués. Parallèlement, et comme nous le demandions, un effort de maîtrise de la dépense est engagé. Il demeure insuffisant, mais il constitue une inflexion nécessaire et un signal attendu. Enfin, l'augmentation du budget des armées respecte les engagements pris par l'exécutif. Dans le contexte géopolitique actuel, la nécessité de cet effort n'est pas discutable. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous l'aurez compris, nos désaccords avec ce texte sont réels et assumés. Toutefois, face à ce budget qui est loin d'être celui que nous aurions proposé, les motions de censure ne proposent aucune alternative crédible. Elles ouvriraient une crise politique majeure dont le coût serait immédiatement supporté par les Français. Entre la stabilité d'un budget imparfait et l'instabilité d'un budget existant, notre choix est clair. Le moment des grandes réformes viendra. Pour l'heure, le groupe Horizon et Indépendants préfère la stabilité et la continuité de l'action publique au saut dans l'inconnu et ne votera donc pas les motions de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances 2026. Fidèle à sa ligne politique, notre groupe a abordé ce budget avec sérieux et constance, en assumant une opposition exigeante, tournée vers la recherche de solutions concrètes pour le pays. Mais nous devons d'abord le dire clairement, la méthode révèle un problème démocratique majeur. Le recours au 49.3 n'est pas une procédure neutre, il est le symptôme d'un Parlement fragilisé, d'une incapacité à construire des compromis durables et à dégager des majorités de projets. Ce constat doit nous alerter collectivement, car il affaiblit le Parlement et alimente la défiance de nos concitoyens à l'égard de l'action publique.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le budget. Notre rôle ce matin est de dire si nous, élus de la nation, préférons l'instabilité au compromis. Et nous, au sein du groupe Lyotte, prenons nos responsabilités et choisissons en grande majorité la stabilité pour permettre au pays d'avancer. Nous estimons ce budget insatisfaisant, perfectible mais nécessaire. Mais le travail parlementaire a permis d'y introduire des avancées réelles et utiles, équilibrées en faveur du pouvoir d'achat, de l'activité économique et de la justice territoriale. Notre groupe Lyotte a travaillé dur pour obtenir des avancées en ce sens. Le redressement des finances publiques est plus limité qu'annoncé, 0,4 points de PIB contre 0,7 initialement prévu. Si la France veut respecter ses engagements en matière de finances publiques et retrouver une trajectoire crédible, il faudra, vous le savez, aller plus loin. Par ailleurs, la hausse du taux de prélèvement obligatoire montre que l'essentiel de l'effort repose à nouveau sur la recette, bien davantage que sur une maîtrise structurelle de la dépense publique. Avec ce budget, les ménages apparaissent convenablement préservés. La réindexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu constitue une mesure élémentaire de justice fiscale pour celles et ceux qui travaillent. La suppression de la réforme de l'abattement de 10% sur les pensions permet d'éviter une ponction injustifiée sur les retraités. Ont également été préservés des dispositifs essentiels pour de nombreux Français. La non-fiscalisation des indemnités liées aux affections de longue durée, le maintien de la réduction d'impôt pour frais de scolarité ou encore de l'avantage fiscal sur le carburant E85, indispensable à celles et ceux pour qui la voiture reste une nécessité quotidienne. S'agissant du logement, le groupe Lyotte revendique clairement son rôle majeur dans l'introduction à l'initiative de nos collègues Charles de Courson et Valérie Létard, puis le maintien du dispositif du propriétaire bailleur. Ce mécanisme constitue l'un des rares leviers concrets pour relancer la construction, soutenir l'activité économique et l'emploi, générer des recettes fiscales et surtout répondre à la grave crise du logement qui secoue notre pays. Le groupe Lyotte a également assumé une ligne de responsabilité dans la répartition de l'effort de redressement. Les grandes entreprises sont ainsi mises à contribution pour la prolongation de la surtaxe d'impôt sur les sociétés qui ne touchera pas les entreprises de taille intermédiaire. Les plus hauts revenus et patrimoines participent également via la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus jusqu'au retour du déficit sous les 3%. Le groupe Lyotte a également été moteur dans l'encadrement des dispositifs fiscaux trop longtemps dévoyés comme la niche du Treil ou encore le régime d'apport-cession. Parallèlement, nous nous sommes battus pour protéger le tissu entrepreneurial qui fait vivre nos entreprises. La suppression de la réforme des seuils de franchise en base de TVA constitue une victoire pour nos petites entreprises. La prolongation de l'exonération fiscale et sociale sur les pourboires de notre groupe a demandé envoie un message clair de soutien à la restauration, pilier de l'emploi et de la vitalité de nos centres-villes. Nous avons également obtenu le renoncement à une coupe brutale de l'investissement productif en Outre-mer, dispositif indispensable au développement des économies ultramarines. En matière agricole, plusieurs propositions portées par notre groupe ont permis d'aboutir à des solutions concrètes de soutien à des exploitants confrontés à une accumulation des crises sanitaires, climatiques et économiques. S'agissant des collectivités territoriales, le compris trouvé limitant leur contribution au redressement des comptes publics à 2 milliards d'euros traduit une ligne claire, participer à l'effort national sans fragiliser l'action quotidienne des collectivités qui assurent des services publics de proximité essentiels et portent l'investissement local dans l'ensemble du pays. Notre groupe est lucide sur la poursuite de l'examen de la seconde partie du budget et restera pleinement mobilisé dans les discussions pour que les engagements pris soient respectés, cela concerne en particulier les Outre-mer et la reconstruction de Mayotte, la revalorisation de la dotation de continuité territoriale de la Corse à hauteur de 60 millions d'euros, la lutte contre les crises sanitaires qui frappent les élevages, le maintien des moyens dédiés à la rénovation énergétique via MaPrimeRénov' et ainsi que le renforcement des politiques de lutte contre l'exclusion avec le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Pour toutes ces raisons et en cohérence avec notre ligne politique, dans sa majorité, le groupe Lyotte ne votera pas les motions de censure qui sont soumises aujourd'hui parce que nous refusons la logique de blocage d'instabilité institutionnelle. Mais Monsieur le Premier ministre, vous le savez, cette motion de censure n'est que la première de celles qui suivront les prochains 49.3 que vous allez déclencher pour passer votre budget. Le groupe Lyotte restera attentif à ce que vous respectiez vos engagements dans cette première partie du budget et surtout dans la deuxième, dont les arbitrages sont très attendus.
Pour ma part, je veillerai à ce que vous teniez vos engagements sur les financements de la reconstruction de Mayotte. Nous avons, vous le savez, passé des semaines de négociations avec votre cabinet, mesdames les ministres de Montchalin et Mouchou, pour augmenter l'enveloppe de Mayotte. Vous vous étiez engagé à mettre 673 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour Mayotte et 432 millions d'euros de crédits de paiement pour Mayotte en 2026. Lors de nos négociations, j'ai demandé, et je l'ai dit ici en question au gouvernement, 1 milliard d'euros pour Mayotte l'an prochain. Mais je lis ce matin dans le courrier qu'elle envoie aux députés ultramarins que Madame la ministre des Outre-mer annonce 674 millions d'euros d'engagement pour Mayotte et pas un mot sur les crédits de paiement. Le compte n'y est pas, et c'est peu de le dire. Vous ne vous engagez pas sur les 400 millions d'euros de crédits de paiement, et c'est là que la limite sera. En expliquant entre les lignes que Mayotte ne s'est pas dépensé, que cet argent ne sera pas dépensé parce que les projets ne sont pas mûrs. Alors soyons clairs. Le cyclone Chido est passé voilà plus d'1 an. Le gouvernement Bayrou a mis dans la loi de reconstruction des projets recyclés, tous antérieurs à Chido. Que ce soit pour la production d'eau potable, l'hôpital, la cité judiciaire ou même l'aéroport, il n'y a rien de neuf dans la reconstruction pour Mayotte. Ce sont tous des projets que vous-même ou vos prédécesseurs ont tous défendus ici ou à Mayotte comme aboutis et ficelés. Et vous osez me dire que vous n'êtes pas en mesure de les mettre en œuvre immédiatement? Vous osez dire que l'État a dépensé 500 millions d'euros pour Mayotte l'an dernier. C'est le coût des secours et de l'aide d'urgence. À quel autre territoire français oseriez-vous présenter l'addition de notre survie? À qui présenteriez-vous la facture de la solidarité nationale en disant que cela serait déduit de la reconstruction? Qu'avons-nous fait, nous, Mahoraises et Mahorais, pour mériter un tel mépris? Monsieur le Premier ministre, Mayotte est à l'agonie. Notre île est à terre. Nous attendons depuis plus d'1 an que l'État se mette enfin en branle et travaille pour reconstruire notre île. Nos entreprises sont au plus mal. Les collectivités attendent toujours les fonds de remboursement des frais engagés avec Chido. Nous n'avons toujours pas d'eau au robinet. Les migrants continuent à arriver en masse et les violences reprennent. Le prix des produits de construction ont explosé parce que votre gouvernement n'a rien négocié avec Bruxelles pour nous épargner une taxe qui augmente de 25% le prix du ciment. C'est-à-dire que ça déduit de 25% la reconstruction. L'île est une cocotte minute et vous nous regardez nous enfoncer. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai négocié avec votre gouvernement de bonne foi. L'engagement que je vous ai demandé, c'est 1 milliard de dollars pour Mayotte. Le compte n'y est pas. Vous ne tenez pas vos engagements. La confiance est rompue. Je voterai la censure. Parce que vous voulez faire des économies sur Mayotte. Et vous prenez mon engagement pour la stabilité pour de l'aveuglement. C'est un avertissement. Il y aura d'autres motions de censure. Chaque voix compte pour que vous restiez au pouvoir et je ne redoute pas la dissolution. Mayotte n'a rien à perdre, nous avons tout perdu. Vous avez encore plusieurs votes pour revoir votre copie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Nous ne sommes pas ici face à une crise budgétaire accidentelle. Nous sommes face à une crise politique majeure, organisée et assumée par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Depuis le début, un récit mensonger est imposé, celui d'une prétendue maîtrise budgétaire alors que tous les voyants étaient déjà tout rouges. Fin 2023, l'exécutif annonçait un déficit de 4,4% du PIB. Quelques mois plus tard, la réalité éclatait. 5,5%, soit près de 20 milliards d'euros supplémentaires. Ce n'est pas une erreur technique. C'est une faute politique fondée sur des prévisions volontairement trompeuses, croissance fantasmée, recettes surestimées, alors même que l'activité ralentissait. Dès la fin 2023, des alertes internes à Bercy faisaient état d'une dégradation brutale. Elles ont été, elles aussi, dissimulées. En février 2024, 10 milliards d'euros de coupes sont imposés par décret, sans débat parlementaire. Premier aveu, en réalité, le déficit frôle les 6%, soit près de 50 milliards d'euros. Mensonge après mensonge, l'exécutif a entretenu l'illusion
avant d'admettre trop tard le désastre qu'il a lui-même provoqué. Aujourd'hui, un nouveau récit est imposé, celui d'une prétendue irresponsabilité parlementaire. C'est faux. Ce déficit est le résultat de choix politiques assumés. On cherche à transformer un échec de l'exécutif en faute collective pour faire payer la crise à ceux qui n'en sont pas responsables et préparer une nouvelle vague de sacrifices imposés toujours aux mêmes. Dès 2017, le président a choisi de désarmer fiscalement l'État en exonérant massivement les plus riches et les grandes entreprises. L'État perd chaque année environ 3 à 4,5 milliards d'euros par rapport à ce que l'ISF rapporterait aujourd'hui. Flat tax, cadeaux fiscaux, sans contrepartie. Ces décisions ont creusé un déficit structurel indépendamment de toute conjoncture internationale. Ce déficit n'est pas subi, il est organisé, il est le résultat de vos choix. 210 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises chaque année. Ce chiffre est issu du rapport du Sénat, fruit d'une commission d'enquête transpartisane. Il est accablant. Une somme colossale d'argent public versée sans contrepartie sérieuse. Le constat du Sénat est sans appel, aucune transparence réelle, aucun pilotage global, aucun contrôle systématique, aucune évaluation crédible de l'efficacité de ces aides. C'est cela la réalité. L'argent existe, mais il est orienté sans contrôle vers ceux qui n'en ont pas besoin, pendant que l'on organise l'austérité pour le reste du pays. Ce n'est pas une politique économique, c'est une fuite en avant budgétaire payée par les plus fragiles. Emmanuel Macron gouverne contre le monde du travail, contre les classes populaires, contre toute contestation sociale. La répression violente des Gilets jaunes en a été la démonstration la plus brutale. La réforme des retraites imposée contre des millions de manifestants en a été une autre. Quand le peuple parle, ce pouvoir répond par la force. Aujourd'hui, le budget qui nous est présenté est la continuité de cette logique ultralibérale. Un budget qui protège et privilégie ceux dont les revenus ne proviennent pas d'un salaire, mais de dividendes, d'actions, de placements financiers, d'immobilier accumulé sur plusieurs générations. Leur quotidien n'est pas celui des fins de mois difficiles. Les conséquences sont claires. Moins de moyens pour l'école, pour les routes, pour l'eau, pour la solidarité, pour les services de proximité, pour la sécurité. Dans les territoires dits d'outre-mer, cette violence budgétaire prend une dimension coloniale par son ampleur dramatique. Ces territoires cumulent déjà les pires indicateurs sociaux du pays. 77,3% de pauvreté à Mayotte, 53% en Guyane, plus de 34% en Guadeloupe et à La Réunion. Des taux de chômage jusqu'à 37%. Des prix 30 à 41% plus élevés que dans l'Hexagone. Et dans ce contexte, l'effort budgétaire global de l'État pour les territoires dits d'outre-mer baisse dans les faits de 1,5 milliard d'euros par rapport au budget de l'an passé. Voilà la réalité derrière les discours. Depuis des décennies, nos pays subissent des discriminations de traitement structurel. L'exemple le plus scandaleux est celui de la continuité territoriale. Comment justifier que près de 250 millions d'euros soient mobilisés pour la Corse, territoire de 360 000 habitants, tandis que l'ensemble des 10 territoires d'outre-mer, soit près de 3 millions de personnes, doivent se partager à peine 60 millions d'euros. Cela signifie concrètement que par habitant, un Corse bénéficie jusqu'à 24 fois plus de soutien qu'un dit ultramarin pour se déplacer, se soigner, étudier ou tout simplement maintenir un lien avec le reste du pays. Ce n'est ni un détail budgétaire, ni un hasard, c'est une hiérarchie assumée, une hiérarchie qui dit clairement qui compte et qui peut attendre. Nos territoires sont vos variables d'ajustement. En Guyane, territoire grand comme l'Autriche, à peine 440 km de route nationale et aucune vision d'aménagement à long terme. Construire un pont devient un parcours d'obstacles. 7 communes sur 22 coupées du reste du territoire, condamnées à dépendre de l'avion ou du fleuve. Et pourtant, des satellites sont lancés depuis la Guyane, pendant que ces routes restent dans le noir numérique. Le système hospitalier est maintenu par rafistolage, le foncier est verrouillé, les ressources naturelles sont exploitées au profit d'intérêts extérieurs, sans retombées structurelles pour la population. Les entreprises sont étranglées, les fermetures se multiplient. C'est une économie de comptoir, fragile, dépendante, entretenue par des décisions prises ailleurs contre les intérêts locaux. Et comment, sérieusement, peut-on attendre de la collectivité territoriale de Guyane qu'elle finance le développement d'un territoire aussi grand que le Portugal avec un budget d'à peine 850 millions d'euros? Ce n'est pas un problème de gestion, c'est un choix de politique d'abandon. Et cette logique coloniale se retrouve ailleurs,
En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, le passage en force de Bougival est une faute politique majeure. Un projet d'accord imposé, transformé en accord, sans consensus réel. Il perd toute sa crédibilité sans l'accord du FLNKS. Votre entêtement, malgré les événements passés, provoquera les mêmes résultats. En Polynésie, le gouvernement applique sa recette favorite, diviser pour mieux régner. La proposition de loi organique modifiant le statut d'autonomie de la Polynésie française remet en cause un équilibre institutionnel conquis de haute lutte. Une fois encore, le pouvoir central impose ses choix et affaiblit des compétences qui devraient relever des peuples concernés. Et ne nous y trompons pas, ce budget est le produit d'une manipulation délibérée. Le gouvernement a sciemment mis sur la table des mesures repoussoires, gel des APL, gel de la prime d'activité, non pour les assumer, mais pour les retirer ensuite et se fabriquer artificiellement l'image d'un pouvoir à l'écoute. C'est une stratégie cynique de fausses concessions. On sacrifie des mesures sociales pour mieux sauver l'essentiel, l'intouchabilité des plus riches et le maintien des aides massives aux grandes entreprises, bien plus coûteuses que tout ce qui a été prétendument rendu aux Français. Dans le même temps, l'exécutif orchestre le théâtre des pseudo-victoires, une hausse dérisoire de la prime d'activité immédiatement mangée par l'inflation et les nouvelles taxes, le maintien des dispositifs existants comme MaPrimeRénov', présenté comme un effort exceptionnel, alors qu'il ne répond même pas au quart des besoins réels. Ce n'est pas du compromis, c'est de la communication. Ce budget n'est ni négocié, ni subi, il est imposé. Le gouvernement Bayrou est tombé précisément parce que son budget avait été jugé inacceptable par une majorité de députés. Et pourtant, quelques semaines plus tard, sous couvert de feuilles blanches, ce sont exactement les mêmes choix qui réapparaissent, les mêmes coupes, les mêmes ponctions sur les collectivités, mêmes sacrifices imposés aux plus fragiles. Plus de 80% du texte présenté est un copier-coller du budget Bayrou. Malgré le rejet de la confiance à Bayrou, le système a simplement été réinitialisé. Ce budget n'a jamais été discuté loyalement. Il a été fabriqué dans l'opacité, imposé par l'épuisement du calendrier et verrouillé par la peur. Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est une méthode de gouvernement. Tout cela n'a qu'un objectif, sauver le président et de ce qu'il reste de la Macronie, coûte que coûte. Ce passage en force n'est pas une simple dérive procédurale. Il révèle une hiérarchie claire des priorités politiques. Alors que vous invoquez l'urgence budgétaire pour imposer l'austérité sociale, vous trouvez sans difficulté les moyens pour nourrir une logique d'escalade guerrière au détriment des piliers essentiels que sont la santé, l'éducation, la recherche, la transition écologique, l'industrialisation et les capacités des territoires à se projeter dans l'avenir. Ce choix est assumé, sécurisé par la force, plutôt que de construire par la justice sociale. Dans ce contexte, la censure est la seule réponse politique cohérente à un exécutif qui a fait le choix de passer en force plutôt que de gouverner avec. Ce n'est pas l'opposition qui fragilise la démocratie, c'est le pouvoir qui la vide de sa substance. Pour ces raisons, les députés du groupe GDR voteront majoritairement la censure. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés. Le macronisme se meurt, il n'en finit pas de mourir. Jamais la France n'aura connu fin de règne aussi longue et aussi pénible, livrée à un pouvoir qui n'a plus d'autre ambition que de se survivre, malgré la défiance du peuple et l'évidente paralysie politique. Une obsession de la survie que le gouvernement et ceux qui l'accompagnent dans cette obsession font payer au prix fort à la France et aux Français. Telle est l'histoire de ce budget 2026, un compromis au Roland de compromission, un accord au goût d'abdication. Abdication dans la lutte contre le déficit, abdication dans le combat pour diminuer les dépenses, abdication dans la bataille contre les folies fiscales françaises. En somme, une abdication en rase campagne face à toutes les exigences du Parti socialiste. Rien de surprenant. Comme le disait Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Et vous concernant, sur le chemin de l'océan de vos renoncements, vous restez fidèle à la source du macronisme, qui demeure et demeurera toujours le socialisme. Oui, le budget que vous nous présentez est un budget socialiste, qui renonce à toute ambition de redressement budgétaire et finance d'énièmes dépenses en faisant les poches
de nos entreprises. Un budget socialiste auquel consent opportunément les Républicains, reniant toutes leurs convictions pour conserver leur siège. Telle est votre majorité de circonstance, une majorité par défaut, une majorité de survie, qui consent à vous sauver la mise, dans l'espoir de pouvoir l'empocher aux prochaines présidentielles. Dans cette équation, que pèse l'intérêt de la nation? Bien peu. D'ici les présidentielles, la France peut décliner, la France peut s'abîmer. L'essentiel pour les partis qui vous sauveront de la censure est de conserver leur chance pour le printemps 2027. Mardi dernier, en engageant la responsabilité de votre gouvernement sur ce projet de loi de finances, vous avez d'ailleurs déclaré, Monsieur le Premier ministre, être contraint à renier votre promesse sur le non-recours au 49.3 en raison, je cite, des agissements de différents groupes qui devront rendre compte de leur action politique devant les Français et devant la France et devant l'histoire. Par cette pirouette, vous essayez de faire porter la responsabilité de votre échec aux formations d'opposition. Il faut bien le dire, cela n'est tout de même pas très honnête. Faisons un peu d'arithmétique. 91 députés EPR, 69 députés PS, 49 députés LR, 36 députés Modem, 34 députés Horizon, 22 députés Lyot nous donnent un total de 301 sièges. 301 sièges sur 577, cela s'appelle une majorité. Ce n'est donc pas car vos opposants ont continué de s'opposer, comme ils en ont reçu mandat de leurs électeurs que vous avez échoué, mais car ceux avec qui vous avez négocié ce désastreux budget n'ont pas le courage d'aller au bout de la démarche en votant favorablement cette copie incohérente, reflet d'une incohérente coalition. Le 49.3 est dès lors le paravent opportun de leur reniement, autorisant la vieille rengaine de la stabilité. Une stabilité illusoire, hypocrite, que la France paiera au prix fort, car la seule stabilité en réalité qui les intéresse, c'est la stabilité de leur siège. Et ce, alors qu'une autre voie était possible. Dès l'été 2025, actant des conséquences désastreuses de l'absence de majorité cohérente au sein de notre Assemblée, il était possible de recourir à la dissolution pour demander au peuple français de doter la France d'une majorité cohérente et d'un gouvernement de conviction. Cette dissolution à l'UDR et au sein du bloc national, nous n'avons cessé de la demander, convaincus que le peuple, instruit par une année entière de désordre et d'impuissance, choisirait de nouveau la voie du fait majoritaire, préférant la cohérence des convictions au consensus mollasson. Avec des élections à l'automne, le pays aurait été doté d'un budget avant Noël. Mais pour vous, l'élection, c'est le chaos. Demander son avis au peuple, c'est un danger. Il ne faudrait tout de même pas que le peuple prenne trop goût à voter. Vous nous le direz d'ailleurs, on ne va quand même pas voter tous les ans. Pourtant, en octobre 2024, une dissolution maladroite a privé le Japon, pourtant havre de stabilité, de majorité parlementaire. Hier, 15 mois plus tard, la Première ministre a décidé de dissoudre la Chambre basse. Entre 2015 et 2019, confrontée à la division du champ politique, l'Espagne avait connu 4 élections en 4 ans. Plus récemment, le Portugal a voté en 2022, en 2024 et en 2025. Car quand un pays est en crise, la solution, c'est toujours le peuple. Car quand un pays est divisé, l'arbitrage appartient toujours au peuple. Dans notre article 2 de notre Constitution le rappelle d'ailleurs, le principe de notre République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. En démocratie, l'élection n'est jamais un danger, l'élection est toujours la solution. Mais tel n'a pas été le choix du bloc central, élargi du PS à LR en passant par la Macronie, qui considère bien l'élection comme un danger, non pas un danger pour le pays, mais un danger pour leur siège. Le budget que vous nous imposez aujourd'hui est la conséquence finale de ce choix délétère. Par le refus de la dissolution, vous avez enclenché une irrémédiable mécanique de renoncement qui nous mène à ce texte sans vision ni courage. Le courage attendra donc, car l'heure est à la capitulation devant les exigences d'un parti qui a rassemblé 1,6% des voix aux présidentielles de 2022. Chers collègues, bienvenue de nouveau en 2012, car François Hollande est visiblement de retour à l'Élysée, mais désormais son Premier ministre s'appelle Sébastien Lecornu et son grand argentier Laurent Wauquiez. Nous censurerons votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, car nous refusons votre budget désastreux. Nous refusons la reconduction de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, c'est-à-dire pour nos locomotives. Cette taxe avait été instituée comme exceptionnelle et provisoire par Michel Barnier en 2025. Mais comme toutes les taxes provisoires et exceptionnelles, la voici pérennisée d'ailleurs. En 1318 déjà, la gabelle était provisoire, elle devait durer 5 siècles. Cette surtaxe ne se limitera pas aux grandes entreprises que vous pensez viser.
Elle se répercutera sur les salaires qui baisseront, sur l'emploi qui se raréfiera et sur les fournisseurs de ces entreprises qui paieront une part non négligeable de l'addition. Ces grandes entreprises sont sûrement à vos yeux des abstractions comptables, mais elles représentent 54% des exportations et 36% des investissements en recherche. Pour elles, le taux réel d'IS pourrait atteindre plus de 35%, quand la moyenne de l'OCDE est de 24%. Nous refusons également votre reniement sur l'anticipation de la suppression de la CVAE, dont la suppression demeure fixée à 2030 et non en 2028, comme l'Assemblée et le Sénat l'avaient demandé. Nous refusons enfin le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus, elle aussi instaurée provisoirement en 2025 et elle aussi pérennisée aujourd'hui. Vous la maintenez alors même que la démonstration de son inefficacité absolument inopérante a été faite et que les recettes réelles sont à milieu des recettes espérées. Votre budget s'inscrit donc dans la continuité de l'immobilisme et de la facilité. Il organise le report permanent des décisions nécessaires, poursuit l'accumulation fiscale, renonce à s'attaquer aux dépenses et continue de faire les poches de ceux qui travaillent, et de ceux qui investissent, de ceux qui font vivre l'économie française. Votre budget, en un mot, est insensé. Vous faites le choix de pratiquer une énième saignée en ouvrant la veine de la fiscalité en espérant que de l'anémie économique jaillira miraculeusement l'abondance. Mais moins de croissance, c'est moins d'assiettes et donc toujours moins de recettes. Tous ceux qui consentiront à ce budget par la non-censure porteront la responsabilité du déclin économique auquel nous condamnons notre pays. Car oui, nos entreprises et nos investisseurs ont besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité qui a toutes les caractéristiques de la faillite et de l'agonie. Cette stabilité, nous pouvons la donner à la France par de nouvelles élections, et nous aurions pu la donner à la France dès cet automne. Mais cette stabilité, c'est vous, macronistes, avec l'aide du Parti socialiste et des Républicains qui l'avaient refusée par 2 fois. En 2024, par le Front supposément républicain, puis en 2025, par le refus de la dissolution. Par la peur panique de la volonté populaire, votre peur panique de la volonté populaire fera donc perdre un temps précieux à notre pays, qui n'a pourtant pas de temps à perdre pour faire face aux défis qu'il connaît, et en temps de péril où notre pays aurait grand besoin d'un gouvernement, non de compromission, mais de conviction. Malheureusement, vous avez fait le choix de l'instabilité, du déclin, de l'irresponsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, peut-être auriez-vous été inspiré de suivre le conseil de l'empereur Napoléon, affirmant que le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. Car en promettant de ne pas recourir au 49.3 le 3 octobre dernier, vous vous condamniez à vous renier. Faute de majorité cohérente, vous étiez condamné au marchandage d'un budget bancal dont personne n'assumerait le vote. Le 49.3, dès le début, était inévitablement au bout de votre chemin. 18 mois après la dissolution, il est temps de sortir de l'hypocrisie, de croire que l'absence de majorité dans cet hémicycle soit une bénédiction pour le régime parlementaire. Non, cette absence de majorité est un désastre pour nos institutions et pour notre nation. Elle est aujourd'hui, avec votre budget, un désastre pour notre économie. Alors le devoir impose la censure et les députés du groupe de l'Union des droites pour la République la voteront. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Nous débattons aujourd'hui de motions de censure déposées par 2 formations que tout oppose, paraît-il. Tout sauf l'essentiel, le goût du fracas, le culte du geste inutile et une passion commune pour l'instabilité. À ma gauche, la France insoumise, à ma gauche, toujours, mais sans l'immigration, le Rassemblement national. 2 motions, 2 signatures, 2 discours qui prétendent s'ignorer. Mais un même objectif, faire tomber non pas un gouvernement, mais toute une nation dans l'immobilisme, dans l'incertitude et dans le doute permanent. Il faut reconnaître une chose à leurs auteurs, ils sont constants. Constamment indignés, constamment outrés, constamment en colère, constamment prêts à renverser la table, à condition de ne jamais avoir à remettre la nappe. La motion de censure est une arme grave, une arme constitutionnelle pensée pour des circonstances exceptionnelles. Sous la Ve République, elle n'est pas un slogan, ce n'est pas un happening, ce n'est pas une pétition, ce n'est pas un outil de communication, ce n'est pas non plus un réflexe militant. Michel Debré l'avait conçu comme l'exception absolue,
Le général de Gaulle la voyait comme le dernier recours. La censure, dans l'esprit de nos institutions, suppose une alternative, elle suppose une majorité, elle suppose un projet, elle suppose surtout un sens aigu de la responsabilité nationale. Et que constatons-nous aujourd'hui? Des motions déposées sans majorité, sans alternative crédible, sans projet commun et parfois sans même l'espoir secret de réussir. Ce ne sont pas des motions pour gouverner, ce sont des motions pour exister. Du côté de la France insoumise, on censure par principe. Le gouvernement propose, on censure. Il recule, on censure. Il consulte, on censure. Il ne fait rien, on censure. Mélenchon tous, on censure. À ce rythme-là, mes chers collègues, l'existence elle-même finirait par être censurée si elle n'était pas jugée suffisamment révolutionnaire. Chez vous, la censure n'est plus un moyen, c'est une idéologie, c'est un automatisme, c'est une posture. Vous ne cherchez pas à améliorer, vous cherchez à abattre. Vous ne cherchez pas à convaincre, vous cherchez à bloquer. Vous ne cherchez même pas à gouverner, vous cherchez à empêcher les autres de le faire. La radicalité chez vous, ce n'est plus une exigence morale, c'est une paresse politique. Quant au Rassemblement national, vous censurez ici au nom de la protection des Français. Vous prétendez incarner l'ordre, la responsabilité, la stabilité. Mais quand vient le moment de choisir entre le chaos et cette responsabilité, vous choisissez le chaos. Quelle mouche vous a donc piqué depuis quelques mois à vouloir censurer autant que la gauche radicale? Quel est donc le déclencheur de cette explosion de motions incontrôlées et incontrôlables venues de vos bancs, déposées parfois sans cohérence, souvent sans perspective et toujours sans issue? À force de vouloir singer l'extrême gauche dans la gesticulation, vous démontrez une chose, la respectabilité ne se décrète pas, elle se prouve. Ces motions ne sont donc pas des actes de courage, ce sont des actes de confort politique. Elles permettent de dire non sans jamais avoir à dire comment. Elles permettent de s'indigner sans jamais assumer. Elles permettent de parler fort sans jamais agir juste. C'est la politique du bras levé d'un côté et du poing sur la table de l'autre, mais toujours les deux mains dans les poches. Pardonnez-moi, mes chers collègues, quelques instants de parler de mon territoire, la Nouvelle-Calédonie. Vous qui aimez tant proclamer votre attachement au caillou, vous qui n'hésitez jamais à invoquer son nom lorsqu'il s'agit de symboles ou de slogans. Permettez-moi de vous poser une question simple. Où est la Nouvelle-Calédonie dans cette motion de censure? Où est-elle lorsque nous avons plus que jamais besoin de stabilité pour conduire jusqu'à son terme et jusqu'à Versailles, les accords patiemment construits, fragiles mais indispensables, seul garant de notre refondation collective? Où est-elle lorsque ce budget est vital pour sauver nos collectivités, nos entreprises, nos retraites, notre système de soins, nos aides sociales, nos salariés et nos chômeurs? Que les Calédoniens sombrent dans la pauvreté la plus totale, cela vous fait une belle jambe. Et vous aurez beau jeu ensuite d'accuser les gouvernements successifs d'avoir laissé la situation se dégrader. La France, dans son ensemble, n'a pas besoin d'une assemblée transformée en théâtre permanent. Elle n'a pas besoin de tribuns qui confondent la République avec une scène et la démocratie avec une ovation. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de débats exigeants, elle a besoin de compromis parfois difficiles, elle a surtout besoin d'élus qui acceptent une idée devenue rare. Le compromis, ça me rappelle quelque chose. Alors oui, mes chers collègues, l'histoire se souviendra de ceux qui ont bâti, pas de ceux qui ont gesticulé. Elle se souviendra de ceux qui ont tenu quand tout poussait à rompre, pas de ceux qui ont confondu la radicalité avec l'irresponsabilité. Et à ceux qui pensent qu'une motion de censure répétée finira par remplacer un projet, je rappellerai simplement cette phrase de Clémenceau: on ne ment jamais tant avant les élections, pendant la guerre et après une motion de censure. Pour toutes ces raisons, par respect pour nos institutions, par respect pour les Français, par respect pour la gravité de notre mandat et quelque part par respect pour la Nouvelle-Calédonie, le groupe Ensemble pour la République ne soutiendra pas ces motions de censure et apporte tout son soutien au gouvernement de Sébastien Lecornu. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, nous ne sommes pas réunis ce matin pour commenter une procédure. Nous sommes réunis pour répondre à une question au fond beaucoup plus profonde. Comment une démocratie décide lorsqu'elle arrive au point où plus personne ne veut décider? Depuis l'automne, le gouvernement a fait un choix clair, assumé, transparent, celui de faire confiance au débat parlementaire, celui de ne pas recourir par réflexe aux instruments les plus contraignants de notre Constitution, celui de croire que le débat, l'amendement, la négociation pouvaient permettre d'aboutir, même sans majorité acquise d'avance. Ce n'était pas une tactique, c'est une conviction.
Et cette conviction a été confirmée par les faits. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté. Des compromis ont été trouvés, des désaccords ont été tranchés. La preuve a été faite qu'en laissant le Parlement aller au bout de son travail, l'essentiel pouvait être décidé. Oui, n'en déplaise à certains, cela a fonctionné. Mais c'est précisément parce que cela a fonctionné qu'une illusion s'est installée. L'illusion que le temps pouvait se substituer à la responsabilité, que l'absence de décision pouvait devenir une méthode, que l'État continuerait d'avancer sans que personne n'ait à assumer le moment d'un choix, du choix. Puis, progressivement, le débat s'est figé. À partir du moment où la perspective d'un engagement de la responsabilité du gouvernement a été de nouveau évoquée par certains dans la presse, un phénomène bien connu est réapparu. Chacun a commencé à regarder ailleurs. Certains ont poursuivi leur obstruction, non pas pour convaincre, mais pour empêcher, une fois de plus, toute issue. Organiser le blocage pour mieux le dénoncer ensuite. D'autres ont déserté les espaces de travail, comme si le compromis était devenu trop coûteux, trop exigeant, trop fatigant. Comme si ce qui avait été fait pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale était un effort déjà trop grand pour être poursuivi. D'autres, enfin, ont laissé s'installer l'idée que, quoi qu'il arrive, le gouvernement reprendrait la main. Heureusement, il y a eu des députés pour poursuivre courageusement le travail avec le gouvernement jusqu'au bout et faire converger leurs propositions avec celles et ceux qui ne pensent pourtant pas comme eux. Ils ont permis d'obtenir un texte où chacun peut retrouver l'essentiel de ses convictions. Mesdames et messieurs les députés, c'est à ce moment précis que la mécanique institutionnelle de la Ve République reprend sans doute tout son sens. Madame la présidente Le Pen n'est pas gaulliste qui veut, et notre Constitution, permettez-moi de vous y répondre, n'a jamais été conçue pour organiser l'indécision, et encore moins pour les affaires budgétaires. Elle n'a jamais prévu que l'usure du temps remplace la clarté du choix. Elle repose sur une idée simple, quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer. L'engagement de la responsabilité du gouvernement ne doit être, selon moi, ni une facilité, ni un raccourci. Il est un instrument de dernier recours, pour ne pas dire de dernier secours. Il existe pour ces moments où il n'y a pas de majorité stable, où les délais constitutionnels sont plus qu'atteints, où la situation budgétaire et internationale, dont nous avons trop peu parlé ce matin, interdit l'attentisme et où surtout le Parlement, collectivement, n'est pas parvenu à aller jusqu'au bout, hélas, de sa propre responsabilité. Je veux le dire avec gravité et sans détour. Si le gouvernement a engagé aujourd'hui sa responsabilité, ce n'est pas parce qu'il voulait décider seul, c'est parce qu'à un moment donné, sur ces bancs, trop nombreux se sont retrouvés ceux qui ne voulaient pas décider du tout. Et c'est ici que se situe peut-être la rupture historique que nous vivons. Pour la première fois depuis longtemps, le Parlement ne peut pas dire qu'il a été privé de son pouvoir. Il a eu le temps, il a eu les textes, il a eu les chiffres, il a eu les marges de discussion, il a eu la démonstration concrète en décembre que l'issue était possible. Et aujourd'hui encore, le dernier mot ne revient pas au gouvernement, il vous revient, par les 2 motions de censure présentées et les scrutins qui les suivront. C'est cela la vérité institutionnelle de notre Constitution. Ce n'est jamais la fin de la démocratie parlementaire, c'est le moment où la démocratie oblige chacun à assumer jusqu'au bout ses choix, y compris celui de ne pas choisir. Pour autant, cette expérience vécue depuis plusieurs semaines doit nous amener à nous poser les bonnes questions, y compris sur nos procédures budgétaires. La présidente de l'Assemblée nationale pousse à des changements, elle a 1000 fois raison. Que tout cela nous permette au moins d'avancer, de tirer des conclusions utiles pour celles et ceux qui entendent défendre encore la démocratie représentative. Mesdames et messieurs les députés, après 350 heures de débat, tout a été dit, ou presque, sur les questions budgétaires. Depuis plusieurs jours, le contenu final de ce projet de loi de finances fait l'objet de commentaires, d'analyses, parfois de mises en cause, qui ne portent pas toujours sur ce que dit réellement le texte. C'est sûrement désormais le jeu normal du débat public. Mais il arrive aussi que certaines lectures soient davantage guidées par des intérêts particuliers que par la stricte vérité budgétaire et l'intérêt général.
Dans un paysage médiatique que chacun connaît, où certains acteurs défendent légitimement des intérêts économiques ou fiscaux qui sont les leurs, la responsabilité du gouvernement est de ne pas se laisser entraîner dans des récits qui déforment le réel. C'est aussi cela, le gaullisme. Non pour polémiquer, mais pour rappeler les faits, car ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas la ligne éditoriale de quiconque, c'est la compréhension par les Français de ce qui est réellement décidé en leur nom. Et sur ce point, la clarté et la sincérité ne sont pas négociables. On prête à ce budget des attentions qu'il n'a pas. On lui attribue des choix qui n'y figurent pas. On le caricature, parfois sans que, de toutes les évidences, il n'ait été élu, y compris, pardonnez-moi de vous le dire, par certains parlementaires. La vérité est pourtant simple. Ce texte n'est pas le texte initial du gouvernement. C'est un texte issu du compromis, un texte travaillé, modifié, ajusté, parfois au prix de renoncement pour le gouvernement lui-même, pour tenir compte des discussions et des équilibres recherchés dans cet hémicycle. Et c'est précisément ce qui le rend aujourd'hui si inconfortable pour certains, parce qu'il n'est le texte de personne, ou plutôt parce qu'il est un peu le texte de tout le monde. Alors chacun le critique. La gauche dira que c'est un budget de droite, la droite dira que c'est un budget de gauche, antienne bien connue. Et pendant ce temps, plus personne ou presque ne veut l'endosser, plus personne ne veut en répondre, plus personne ne veut même dire clairement ce qu'il contient, ni même ce qu'il y a pourtant gagné pour ses convictions et ses électeurs. On affirme qu'il y aurait des augmentations d'impôts, il n'y en a pas, aucune, ni pour les ménages, ni pour les entreprises. On continuera même en 2026 à payer au global moins d'impôts qu'en 2019. Certains nous le reprochent. Alors, pourquoi propager des mensonges ? D'autres, au contraire, et avec le même aplomb, alertent le monde économique sur des risques qui ne figurent pas dans ce texte, mettant à mal la confiance pourtant nécessaire à la croissance. C'est une faute lourde contre le pays et ses intérêts. D'autres inquiètent les catégories populaires en invoquant de prétendues violences sociales ou des injustices fiscales qui ne sont ni prévues ni dissimulées dans ce budget. D'autres, enfin, font semblant de ne pas voir les économies sur la dépense, plus qu'en 2025. Ce seront sans doute les premiers qui, dans quelques semaines, poseront des questions au gouvernement pour nous les reprocher. Mesdames et messieurs les députés, à force de tout dramatiser, on finit par ne plus rien éclairer. À force de tout caricaturer, on affaiblit la parole publique elle-même. Ne pas mentir aux Français, ce n'est pas dire que ce budget est parfait. Le gouvernement est lucide. Il a fait de bonne foi du mieux qu'il pouvait avec les 1000 contraintes qui pèsent sur lui. Ce n'est pas non plus dire que ce budget est indiscutable. Le compromis aura été ouvert jusqu'au bout, y compris avec le Sénat sur le budget des collectivités locales. Mais ne pas mentir aux Français, c'est tout simplement dire ce qu'est ce budget et ce qu'il n'est pas. C'est refuser d'aller chercher artificiellement des colères là où il n'y a que des désaccords. C'est refuser d'instrumentaliser l'inquiétude quand l'intérêt général exige la clarté. C'est refuser de transformer chaque débat budgétaire en prélude politicien, car gouverner comme légiférer, ce n'est pas se préparer en permanence au prochain rendez-vous électoral. C'est répondre à celui qui est devant nous, c'est assumer ici et maintenant ce qui est nécessaire pour le pays. Ce budget n'est pas le budget d'un camp. Ce n'est pas le budget d'une stratégie, c'est un budget possible, un budget de responsabilité, un budget qui permet au pays d'avancer avec une trajectoire claire et sincère, notamment un objectif de déficit à 5%, assumé et crédible, reposant sur de véritables mesures d'économie. Mais s'il est aujourd'hui si violemment attaqué par quelques-uns, c'est peut-être parce qu'il révèle une chose simple. Dans une démocratie de compromis, le courage politique ne consiste pas seulement à dénoncer, il consiste aussi à assumer. Parce qu'on peut débattre de tout, sauf de l'intérêt général. Parce qu'une démocratie ne tient pas quand celles et ceux qui la font vivre cessent de dire la vérité à ceux au nom desquels ils décident. Je veux maintenant tirer une leçon claire de ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Les institutions de la Ve République ne sont pas en cause. Elles ont tenu, elles ont fonctionné comme le Constituant l'avait prévu. Elles ont permis le débat, puis la décision. La question n'est pas de savoir s'il faut sauver nos institutions, la question est de savoir si nous sommes prêts, individuellement et collectivement, à être à la hauteur de celle-ci. Je n'ai pas engagé la responsabilité du gouvernement pour contourner les institutions de la Ve République. Je l'ai au contraire fait pour les protéger. Mais aucune institution,
aussi solide soit-elle, ne peut fonctionner durablement si celles et ceux qui l'incarnent renoncent à leurs propres responsabilités. Les recours à l'article 49 alinéa 3 ne pourront plus être utilisés demain comme avant. Ils ne pourront plus être un réflexe. Ils ne pourront plus être une facilité. Ils ne pourront plus être ce qu'ils ont été. Ils seront désormais ce qu'ils sont par leur nature initiale, l'ultime réponse à l'impossibilité de conclure après avoir de bonne foi tout essayé. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Le blocage permanent, la désertion du compromis, la fatigue organisée de l'effort collectif ne peuvent pas devenir la norme de notre vie parlementaire. Je crois que les débats d'hier ont été suffisamment marquants. Une démocratie ne tient pas seulement par des règles, elle tient par des femmes et des hommes qui acceptent que décider soit difficile, coûteux, exposant. Rien de ce qui s'est passé ces derniers mois n'a été inutile. Nous avons appris, nous avons éprouvé nos institutions, nous avons vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait plus. Nous avons vu qui lucidement prenait au sérieux le contexte international et budgétaire actuel et qui n'en tirait aucune conclusion pour le pays. Un avant et un après s'ouvre, je le crois, aujourd'hui. Un Parlement qui sait qu'il peut aller jusqu'au bout, si toutefois il le souhaite pour lui-même. Un gouvernement qui sait qu'il ne peut agir seul qu'en absolu et dernier ressort. Et surtout, une exigence nouvelle adressée à chacun, celle de ne plus se dérober au moment de la décision. Je le redis, j'ai engagé la responsabilité du gouvernement, non pour contourner les institutions de la Ve République, mais au contraire pour les préserver, car aucune institution, aussi solide soit-elle, ne peut tenir durablement si celles et ceux qui l'incarnent renoncent à assumer leurs responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La discussion commune est close. Je vais mettre d'abord aux voix la motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot, Madame Cyrielle Châtelain et Monsieur Stéphane Peu et 108 membres de l'Assemblée nationale. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 11h27. La séance est suspendue.